Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'étape numéro 8 de ce Giro. Deuxième arrivée au sommet de prévu. Et là aujourd'hui c'est Prati di Tivio pour cette huitième étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos favoris, votre grosse cote également pour cette étape. Short TikTok juste après l'arrivée de cette journée, contrairement à hier avec un contre-la-montre, parce que comme je dis toujours sur les contre-la-montre, je fais rarement des shorts et des TikTok parce que j'ai pas grand chose à dire, je me concentre tout de suite sur les temps. C'est-à-dire je vais souvent enregistrer très vite après le chrono, même si aujourd'hui ça n'a pas trop été le cas parce que j'ai attendu pendant 1h30 le classement par équipe et je ne l'ai jamais eu pour l'étape numéro 7. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez mettre la petite cloche. Ça permet également de soutenir la chaîne parce que vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent. Et plus vous cliquez rapidement sur une notification, plus la vidéo est mise en avant par YouTube. C'est comme ça que marche l'algorithme en partie de YouTube, même si ça reste un truc un petit peu secret, un petit peu, hein, y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas dans l'algorithme YouTube. Allez, étape numéro 8, eh bien, on va voir déjà comment on va se remettre de ce contre-la-montre, parce que c'est vrai que Pogačar a mis un coup de butoir un petit peu à tout le monde, et peut-être que certains coureurs auront un petit peu du mal à repartir ou auront encore besoin d'une journée pour se remettre dedans. Ce qui fait qu'on pourra avoir peut-être deux courses en une, avec un peloton du côté des leaders qui décide vraiment d'accélérer que dans la dernière montée et une échappée qui pourrait aller au bout, ce qui ferait déjà la troisième échappée qui irait au bout en première semaine. Déjà l'année dernière, le Giro avait été très prolifique du côté des échappées. Eh bien cette année, ça a l'air d'être parti également pour être très intéressant pour les baroudeurs. Une montée finale qui est assez régulière, donc c'est pas forcément évident parce qu'on a toujours un minimum de pourcentage. Je crois que le plus bas pourcentage ça doit être du 6%, même les 3 derniers kilomètres qui sont un peu plus plats, on est sur du 7%. Le pic de montée est à 12%, mais c'est pas non plus impressionnant, donc comme on est sur une moyenne je crois à 8 ou à 8,5, je ne sais plus de tête, eh bien ça fait que cette montée est assez régulière. Voilà, on est sur une moyenne à 7. On a l'impression comme ça que c'est pas extrêmement difficile, sauf que c'est tout le temps régulier. À 5 km de l'arrivée, vous avez un passage à 12%. Par contre, pour les leaders, ça sera peut-être pas suffisant les côtes précédentes. Alors certes, on a une côte en début de journée qui pourrait presque être une côte de première catégorie, mais qui est quand même moins dure que la côte dans le final, parce qu'il y a un petit passage de plat notamment. Et puis aller assez loin de l'arrivée, hein, le sommet est encore à plus de 100 km de l'arrivée, donc ça permettra peut-être aux échappés de tenter des choses, mais je pense que du côté du peloton, on sera assez calme, et même si on est sur une journée qui sera plutôt mal plate entre la difficulté de deuxième catégorie en début d'étape et le final, eh bien ça ne sera pas suffisant pour les leaders pour faire la différence, et les organisateurs l'ont bien compris vu qu'ils ont mis le sprint bonification dans la dernière montée du jour. Donc une grosse journée de moyenne montagne, plutôt pour les échappés, mais peut-être que certains leaders qui auront perdu du temps auront à cœur de se motiver pour se refaire la cerise, pour aussi montrer à leurs équipiers qu'ils n'ont pas baissé les bras face à Tadej Pogačar, parce que c'est important également de parfois relancer une dynamique d'équipe. Ça peut être bien pour les équipiers, parce que parfois les équipiers, quand vous avez un leader qui n'est pas au top, qui est un peu moribond, voilà, qui a un petit peu le moral dans les chaussettes, eh bien vous pouvez être également démoralisé et pas forcément faire un bon travail dans ce genre de situation. Dénivelé positif de cette étape, 3823 mètres. C'est la 8e étape dans ce classement. Alors elle est considérée par Pro Cycling Stats comme une étape vallonnée, mais c'est l'étape vallonnée la plus dure. Alors il faudra voir quand même au niveau des délais, parce que si c'est considéré comme une étape vallonnée, on peut avoir des délais moins importants qu'une étape de montagne, et ça peut être un problème pour les sprinteurs, parce que les sprinteurs auront la capacité de revenir dans le peloton, je pense, à mi-étape, mais quand même, la dernière montée fait quasiment
40 minutes d'effort pour les meilleurs, je crois qu'on est à 36 ou 35 plutôt, pour les meilleurs, ça veut dire que derrière, bah oui, il ne faudra pas se retrouver à 40 minutes non plus hein, sur cette journée-là, si c'est vraiment considéré comme une étape vallonnée par les organisateurs, mais ça, il faudra vérifier ça demain avec les différents délais. On regarde tout de suite, enfin ce soir plutôt, mais demain pour moi, parce que j'enregistre, il est 21h, avec la présentation du parcours. On regarde tout de suite le parcours de cette 8e étape, 152 km entre Spoleto et Platiditivo. Vous voyez cette arrivée au sommet, deuxième arrivée au sommet de ce Tour d'Italie. Avec une montée de première catégorie, deux autres montées au programme, le Foccia Capistrello de deuxième catégorie et le Croce Abio côte de troisième catégorie, bien entendu les 3 sprints au programme également. Sur cette étape, on peut regarder même premièrement l'emplacement de ces 3 sprints. Donc je rappelle le sprint intermédiaire, le premier qui sera après la première côte du jour, au kilomètre 57.5, c'est-à-dire qu'on sera déjà à 95 km de l'arrivée. Je rappelle ce premier sprint qui apporte des points à la fois pour le classement du maillot cyclamen et à la fois pour les sprints volante, donc ce fameux classement des sprints intermédiaires. Deuxième sprint, l'Inter-Giro, qui donne à la fois des secondes de bonification, des points pour le maillot cyclamen, également des points pour le classement du maillot, de l'Inter-Giro, pardon. Ça sera à Capitignano, ça sera au kilomètre 104. Et puis il y aura un sprint bonification qui sera dans la dernière montée du jour à Pietracamela, des secondes de bonification dans ce sprint bonification, mais également des points pour le classement des sprints volante, mais pas pour le maillot du cyclamen. Voilà, donc que pour le maillot des sprints volante, du classement par contre des sprints volante qui permet d'avoir une prime comme le classement de la Fuga, comme le classement de l'Inter-Giro. On commence tout de suite donc avec ce début de journée et on commencera au pied d'une bosse pour cette étape au kilomètre 7. On aura déjà la première difficulté du jour, le Foccia di Cero, 7 km 3 à 4,1% de moyenne. C'est pas très compliqué, mais dès le début de journée, hein, ça va mettre en forme. Et puis ensuite, on aura une descente, quelques kilomètres de vallée avant le Foccia Capistrello, 6 km 4 à 5,6 de moyenne. Cette montée qui est Foccia Capistrello, je ne sais jamais si on doit dire Forca ou Forcia. Dans cette montée, donc 16 km 4. Et vous voyez, c'est pas une montée facile. On aurait presque pu la mettre en première catégorie. Hein. Je pense qu'elle est pas loin du première catégorie parce qu'on a notamment un passage à 10,4%. Et puis pas mal de kilomètres au-delà de 8%, notamment entre le kilomètre 3 et le kilomètre 4, entre le kilomètre 9 et le kilomètre 10, et entre le kilomètre 12 et le kilomètre 13. Le sommet est presque au kilomètre 14 parce que les 2 derniers kilomètres et demi sont plats et pas très pentus après derrière, mais c'est une montée qui n'est pas évidente. Je trouve qu'on a été gentil de la mettre en deuxième catégorie du côté des organisateurs parce que c'est presque une côte de première catégorie. Vous voulez le temps Strava parce que j'ai le temps Strava de cette montée. Eh bien, le record, c'est un certain Matteo M qui a fait 40 minutes 16. Donc, quand je vous disais première catégorie, on est sur un temps de col de première catégorie. Donc, ça, c'est un coureur amateur parmi les coureurs professionnels. On a Ben King, qui est un ancien coureur professionnel qui était passé notamment chez Liquigaz, je crois, ça devait s'appeler Cannondale, déjà à l'époque où il y est passé, Ben King, deuxième à 23,9 km/h en 41 minutes 21, donc à 329 watts de moyenne. Je peux vous donner le temps également de Alex Dowsett, le rouleur britannique, l'ancien rouleur britannique, puisque lui aussi il a pris sa retraite, 47 minutes 07 avec 340 watts de moyenne. Vous voyez que c'est une montée qui a été assez peu notifiée sur Strava. Strava qui donc nous indique une pente moyenne à 5,5%, ce qui est un peu différent de ce que nous indiquent les organisateurs, et 898 mètres de dénivelé. Eux, ils le classent en hors catégorie. Bon, c'est la manière de faire de Strava, mais je pense qu'on aurait pu le mettre en première catégorie
quand même, on redescend. Légère descente parce qu'on va rester pendant très longtemps dans cette étape aux alentours de 1000, entre 700 et 1000 mètres d'altitude avec donc ce fameux sprint intermédiaire. On aura une petite bosse pour nous emmener à Albanetto. Le sprint intermédiaire sera sur du faux plat montant. Et puis on aura une montée également au kilomètre 93 qui n'est pas au classement de la montagne, le Valico di Casale Bottone, 3 km 4 à 4,6 de moyenne mais qui ne devrait pas vraiment mettre en difficulté. Avant la côte de 3e catégorie, qui aura donc l'Inter Giro à son pied, enfin au tout début de la montée, le Cloche Abbio, 8 km 1 à 4,8% de moyenne. Donc je pense que le sprint Inter Giro, il est dans ce kilomètre-là, avec le passage à 6,5%. Là, vous voyez, c'est assez roulant. On est au maximum à 6,5 et en moyenne, aux alentours de 5% sur cette montée. Donc pas extrêmement compliqué, le Croce Abbio. Là aussi, je vais vous donner le temps de montée du côté de Strava sur ce Croce Abbio. Eh bien, c'est un temps de 18 minutes 05 réalisé le 11 avril, donc il y a un mois, tout juste, par Lennart Teugels, le coureur de la Bingold, qui a fait donc cette montée à 26,9 km/h de moyenne, à 300 watts de moyenne. J'ai le temps également d'un George Bennett qui avait fait 18 minutes 06 à 26,8 km/h. Zamoncello lui avait fait la montée à la même vitesse mais avec 307 watts de moyenne. Alexandro Monaco avait fait 313 watts de moyenne. Voilà pour cette montée. Les temps sont assez proches, il y a beaucoup de concurrents qui sont entre 18,05 et 18,07. Donc voilà, vous voyez, c'est à peu près 18 minutes pour faire cette montée où il y aura 373 mètres de dénivelé selon Strava. On poursuit dans cette étape avec la dernière descente, longue descente, ça va être je pense une descente assez roulante qui va nous emmener au pied de la dernière difficulté du jour. Vous voyez la descente qui va faire 25 km entre le Cloce Abbio et Plati, le pied de Plati di Tivo, et donc cette dernière montée de Plati di Tivo, 14 km 700 à 7% de moyenne au kilomètre 152. Là, vous voyez, c'est un petit peu plus compliqué que la deuxième montée du jour. Après, c'est assez similaire en fait quand on regarde à la première montée, sauf que on n'a pas ce moment de replat que on avait dans la première montée, 14 km 700. On voit donc des passages à 7,8%, 7,9%. Pardon, passage à 8,5 du côté entre le kilomètre 4 et le kilomètre 5. Passage à 8,2% entre le kilomètre 13 et le kilomètre 14. Ça a l'air plutôt régulier. Moi, le pourcentage max qui était indiqué, je crois que c'était aux alentours de 10 à 11% par les organisateurs. C'était sur le Garibaldi, donc je vous dirai ça tout à l'heure. Et le temps de montée, on est sur du 36 minutes 18 pour Yanis Boisard, le coureur de la Tudor, qui a réalisé ça le 11 avril 2024. Pavel Sivakov, lui, avait fait 36 minutes 20 à 422 watts de moyenne. Un Simon Carr avait fait 36 minutes 39 à 395 watts de moyenne. J'ai un Wout van Aert en 36 minutes 48, un Geoffrey Bouchard en 37 minutes 30, en sachant que je pense que Wout van Aert, c'était l'année où il y a eu Tirreno Adriatico. Pogacar avait été plus rapide et Pogacar connaît cette montée comme Geraint Thomas, comme vous avez pu le voir, notamment sur la miniature. On poursuit donc avec ce Prati di Tivio, donc assez régulier. Voilà, on est entre 8 et 7%. Il y a assez peu de passages. Allez, 6,5, on va dire pour être gentil, mais entre 6,5 et 8. Il y a assez peu de passages au-dessus de 8, il y a assez peu de passages en dessous de 7,5% dans cette montée. On regarde le Garibaldi, donc je vais vous redonner le kilomètre max, enfin le max c'est 12%, voilà, c'est quasiment au pied des derniers kilomètres de montée. Vous voyez, c'est quasiment aux 5 derniers kilomètres, on aura le pourcentage max au maximum. Je vous montre un petit peu cette montée détaillée en termes de graphique. Donc vous voyez 7,4% au départ, 8,4% pendant 500 mètres, c'est des tronçons à chaque fois de 500 mètres que vous pouvez voir. Et on augmente à 8% dans les différentes séquences ici. Et puis les pourcentages les plus importants, ils sont dans ces 4,5 km là, où on aura bien 4,5 km à 8% de moyenne, avec le passage à 12% qui est juste avant le
sprint bonification à Preta Camela, où là on pourra avoir de l'animation pour aller chercher les secondes de bonification, même si sur ce Giro c'est seulement 3, 2 et 1 seconde, donc c'est pas non plus si intéressant que ça. On sera encore à 5 km de l'arrivée comme on peut le voir, et ensuite donc on aura encore des passages compliqués sur la suite avec pas mal d'épingles, et puis à partir de 3 km de l'arrivée, les pourcentages deviennent un peu moins importants, à 7%. Voilà, ensuite on sera aux alentours de 7% pour les derniers kilomètres. Vous voyez, la dernière ligne droite est assez longue, hein. Je dirais qu'on est sur une dernière ligne droite d'au moins 300 mètres, mais on verra l'arrivée d'assez loin. Vous voyez, c'est juste une petite encoche qu'il faudra faire à cet endroit-là. Donc ça ne sera pas très technique dans les 3 derniers kilomètres. Il y aura plus énormément de courbes et de virages. On regarde tout de suite la météo pour cette étape avec la carte. Donc vous voyez, on part de Spoleto pour aller à Prati di Tevio pour cette journée numéro 8 de ce Giro. Un grand soleil de prévu, même si on pourra avoir quelques nuages du côté de l'arrivée vers la montée de Prati di Tevio selon la chaîne météo. Température entre 18 et 20 degrés, 13 degrés prévus à l'arrivée. Et pour le vent, il est de nord-est, assez faible dans les vallées. Il sera un peu plus fort par contre également dans l'arrivée finale. On nous indique entre 15 et 40 km/h en rafale. Un vent qui donc sera de nord-est. Donc plutôt de face sur le parcours. Ou 3/4 face. Par contre sur le final, voilà, on sera plutôt 3/4 face, mais ça veut dire dans la dernière montée on aura plutôt du vent qui sera pas avec qui sera plutôt dans le dos des courants dans la montée finale, parce que vous voyez la montée finale elle passe comme ça à peu près, donc là on aura plutôt du vent de dos, donc ça pourrait aider à animer la course sur la fin d'étape avec ce vent de nord-est. Allez, on regarde tout de suite l'histoire de ce Giro. On regarde tout de suite l'histoire du Giro. Alors aujourd'hui, une belle étape de moyenne montagne avec une étape qui partira de Spoleto. Alors Spoleto, dernière arrivée d'une étape du Giro, c'était en 2007, l'étape numéro 6 qui avait été remportée par un baroudeur. C'était Luis Felipe Laverde, coureur qui était parti dans une échappée après une soixantaine de kilomètres. Il y avait également Christophe Kern, le grimpeur qui était à l'époque au Crédit Agricole, mais qu'on retrouvera notamment du côté de Bouygues Télécom, de la B-Box. Je ne sais même pas s'il ira pas à la Cofidis également en fin de carrière, Christophe Kern. Non, il aura un passage par Cofidis et il finira par Europcar. Donc Christophe Kern qui était dans cette échappée, il y avait voilà, c'était une vraie échappée de baroudeurs. Il y avait également Marco Pinotti, cette échappée qui prendra très vite de l'avance, hein. Le peloton n'ira pas la contrarier parce que Danilo Di Luca n'avait pas forcément envie de remporter cette étape, et Laverde qui partira à 25 km de l'arrivée avec Pinotti, d'une étape où on laissera tellement de temps à l'échappée que Danilo Di Luca laissera son maillot rose, et ce qui fait que dans le final ça sera pas très passionnant parce que vous avez Laverde qui ne pense qu'à la victoire d'étape et Pinotti qui pense au maillot rose. Donc on va s'accorder pour que Pinotti prenne le maillot rose et qu'il laisse donc la victoire à Laverde, ce qui permet à Laverde de l'aider dans ce genre de situation. Christophe Kern prendra la 3e place sur cette course. Et pourquoi Di Luca avait délaissé également son maillot rose ce jour-là? Parce que le lendemain, il y avait une étape de 254 km à contrôler. Autant vous dire qu'il n'avait peut-être pas envie de cramer ses équipiers sur cette journée. On passe dans cette étape au Forza Capistrello. On a eu un passage, c'était Tirreno Adriatico, un passage également sur le Giro lors de l'étape 6. Donc cette fameuse étape du Tour d'Italie 2007, on était passé également au Forza Capistrello, et sur Tirreno Adriatico cette année-là c'était Alberto Contador qui s'était imposé sur cette étape-là devant Quintana et Daniel Moreno qui avait réglé un petit sprint de leader. Du côté du Passo Capanelle, eh bien là il y a eu un seul passage sur Tirreno Adriatico, c'était l'étape 4. Étape 4 qui enchaînait ensuite avec le Prati di Tevio, donc ça sera
Vraiment le même enchaînement que lors de cette étape. Oui, j'avais dit Prato di Tivio en introduction, c'est Prati di Tivo. J'ai confondu, j'avais ma faculté à confondre les choses. Donc Prati di Tivo, qui a été traversé cette année lors du Tour des Abruzzes avec une étape remportée par Alexei Lutsenko. C'était l'étape numéro 3 de cette course. Lutsenko qui avait battu ce jour-là Diego Ulissi et Adam Yates dans cette étape. Je crois qu'il avait battu les UAE qui s'était un petit peu emmêlé les pinceaux lors de cette journée. Course qui a été remportée, je crois, par Sivakov. Je crois me rappeler, oui, qu'il y avait... Non, Sivakov avait fait 2, c'est Lutsenko qui a remporté, mais Sivakov avait remporté voilà, la dernière étape. On s'était bien emmêlé les pinceaux ce jour-là. Et puis sur Tirreno Adriatico, eh bien, il y a eu l'étape donc 4 en 2021 avec Tadej Pogačar. Tadej Pogačar qui à ce moment-là n'était pas leader du général, c'était Wout van Aert qui avait le maillot bleu de leader. Et dans le final, on avait eu notamment une échappée avec Benjamin Thomas qui a été présent dans cette échappée, qui n'avait pas réussi à tenir la cadence. Et du côté de Tadej Pogačar, eh bien, on était parti à 5 ou 6 km de l'arrivée, donc dans les pourcentages les plus importants de cette étape. Et il avait réussi à revenir sur Geraint Thomas qui était parti 1 km avant, et il avait réussi à lâcher Geraint Thomas pour s'imposer. On avait eu une attaque également dans le final de Simon Yates qui avait pris la deuxième place devant Higuita, Landa et Quintana sur cette étape, et Geraint Thomas lui s'était écroulé en prenant seulement la 12e place. Voilà, il avait un petit peu explosé, mais vous savez que Geraint Thomas en mars, c'est pas du tout très grand, Geraint Thomas. Allez, on passe au cycliste du jour. Le cycliste du jour pour cette étape, c'est Franco Franchi, un coureur italien, professionnel de 1949 à 1954. On n'était pas dans une région où il y avait énormément de coureurs connus. Et Franco Franchi, c'est quand même un vainqueur d'étape sur le Tour d'Italie. C'était en 1950. Il avait battu ce jour-là un autre Italien, Bruno Pontiso et Luciano Pezzi. Le Giro 1950, une étape qui arrive à Turin. Giro 1950 qui sera remporté par Hugo Koblet devant Bartali et Alfredo Martini, et Ferdi Kubler qui prendra la 4e place de cette course. Le premier français, c'était Nello Loredi, qui était seulement 15e de ce Giro. Du côté donc de Franco Franchi, parmi ses autres résultats, il y a pas mal de places d'honneur sur le Giro, une 22e place au général en 1950. Il avait fait 15e en 1949 et 23e en 1954, qui sera sa dernière année vraiment de carrière chez les professionnels, même s'il prendra également la 2e place du Tour de Sicile en 1955, qui sera son dernier résultat notable. Et sur le Tour de France, il y a participé 2 fois, en 51 et en 52, meilleur résultat, une 27e place, sans victoire d'étape pour cet Italien qui est mort en 2018 à l'âge de 95 ans. Donc belle longévité pour Franco Franchi, parce que quand il est arrivé chez les professionnels, il avait déjà quasiment 50 ans. Non, quasiment 30 ans, oui, il avait 30 ans en 1953 et 31 en 54 quand il a arrêté sa carrière chez les professionnels. On passe désormais à la stratégie. Donc moi je pense qu'on aura une échappée. Je vois mal Pogačar remettre un coup de butoir aujourd'hui. Je me dis qu'il a déjà vraiment impressionné ses adversaires. Je pense qu'ils ont quand même compris également que sur la première arrivée au sommet qu'il était costaud. Je ne sais pas s'il a vraiment intérêt sur cette étape-là à leur coller 3 minutes 30. Surtout que ça pourrait commencer vraiment à énerver certains adversaires, et peut-être se dire pour certains, créer des sortes d'alliances pour tenter de mettre à mal la domination de Pogačar, parce qu'au bout d'un moment, quand vous êtes dominé tous les jours, il y a une sorte d'humiliation pour certains coureurs qui n'arrivent pas à être à la hauteur de Pogačar, et qui pourraient se dire bon, on va tout faire pour lui plomber sa fin de course à Pogačar.
Voilà, donc je suis pas sûr qu'il y aurait un intérêt pour Pogačar d'aller vraiment chercher la gagne sur cette étape. Et moi, je pense qu'il y aura beaucoup des coureurs qui voudront s'échapper, même si on a des échappés qui sont allés au bout. Il y a quand même beaucoup de coureurs qui mangent leur pain noir depuis le début de course. Et puis dans certaines équipes, on n'a plus vraiment de leader. Où il y a des coureurs qui pouvaient être leaders et qui ont perdu beaucoup de temps. Je pense notamment à Caruso, qui est désormais à 17 minutes. Donc ça pourrait lui donner une envie. Donc je verrais bien un groupe avec au moins 10-15 coureurs. Et je pense que l'échappée pourrait résister jusqu'au bout. Après, on pourrait quand même avoir la victoire d'un leader, mais un leader qui aurait perdu beaucoup de temps hier et qui voudrait se refaire la cerise dans la montée finale. Ce qui fait que parmi mes favoris, j'ai mis 3 coureurs qui pourraient partir dans l'échappée. J'ai mis Giulio Pellizzari, le petit grimpeur italien, qui doit être à plus de 20 minutes au général, donc vraiment pas dangereux pour Pogačar. Nick Schulz, qui je rappelle avait quand même remporté une étape cette année sur le Tour de Catalogne face à Pogačar, donc bien emmené ce jour-là par Stephen Williams, qui avait réussi à résister dans le final malgré le retour de Tadej Pogačar et qui s'est bien grimpé. Nick Schulz a l'air d'avoir trouvé un petit peu une condition physique depuis cette victoire sur le Tour de Catalogne. Et puis Jan Hirt, qui a perdu pas mal de temps hier sur le contre-la-montre, mais qui reste un bon grimpeur pour la Soudal Quick-Step. En gros, Scott, j'ai mis Romain Bardet, voilà, on aurait les leaders qui reviendraient sur l'échappée et qui voudraient tenter sa chance. Il a l'air d'avoir une bonne condition physique, Romain Bardet, mais je crois quand même assez peu à la stratégie, à la situation. On aurait des leaders qui reviendraient sur l'échappée du jour. Du côté du programme télé, Eurosport 1 à 12h15, départ fictif à 12h30, le Forca ou Forca Capistrello, deuxième catégorie, ça sera à 114 km de l'arrivée entre 14h et 14h13. Posta, qui est un petit village, j'ai l'impression, à 75 km de l'arrivée entre 14h53 et 15h12. Il sera entre les sprints intermédiaires et l'Intergiro. L'Intergiro, ça sera à Capiti Gnano. On sera à 47 km de l'arrivée entre 15h31 et 15h54 pour une arrivée prévue entre 16h57 et 17h33. Et nous, on se retrouvera juste après l'arrivée pour un short et un TikTok. Et puis à 21h ce soir pour le débrief de cette journée. Demain, 7h, présentation de la dernière étape de cette première semaine avec l'étape numéro 9 à Naples. Autant vous dire que ça pourrait être un sacré chantier, un sacré bordel parce que Naples, il se passe toujours des choses à Naples sur le Tour d'Italie. Il y a toujours des chutes, il y a toujours des victoires improbables. Je pense notamment à un certain Thomas de Rent qui avait remporté une étape du côté de Naples. Donc il peut toujours se passer des choses sur cette ville. Donc n'hésitez pas à regarder la présentation demain. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.